Savoir qu'est-ce que vous pensez de la question féminine aujourd'hui? Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Quand j'écrivais Le Deuxième Sexe, j'avais un vif espoir que la condition des femmes allait profondément changer. C'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre. Je dis que j'espère que ce livre sera un jour périmé. Et malheureusement, il ne l'est pas du tout. Oh alors, comme c'est bizarre! Bon, les gars, on ne naît pas femme, on le devient. Je pense que vous avez tous déjà entendu cette petite phrase, telle qu'elle ou sous une forme approchante. Cette idée que la féminité serait une pure construction sociale, un vaste complot ourdi par de méchants hommes en costume 3 pièces dans une réunion secrète de leur guilde pour la préservation du sacro-saint patriarcat chéri, c'est un peu la construction du féminisme moderne et une composante très importante de tous les délires déconstructionnistes, néo-féministes et donc Gauchistes! En effet, à partir du moment où le féminisme ne consiste plus à se battre pour l'égalité de droits et de faits entre hommes et femmes, mais à détricoter l'idée qu'il existe deux genres naturels, bien établis et consacrés par toutes les civilisations qui ont atteint ou dépassé la technologie papier-toilette dans leur arbre de compétences, on quitte le domaine du bon sens pour rentrer dans celui du militantisme échevelé et de la folie woke. Il est où le bon sens? Bon, tout ça vous le savez déjà sans doute très bien, y compris pour les ahuris qui viendront me baver en commentaire que je suis un odieux suppôt du patriarcat et blablabla, mais est-ce que vous saviez, en revanche, d'où vient la fameuse formule « On ne naît pas femme, on le devient ». Eh bah, je vais vous le dire, du calme, pas d'impatience. Ça nous vient de cette femme, Simone de Beauvoir. Née en 1908 et morte en 1986, Simone de Beauvoir fut une philosophe, romancière et professeure, et je mets tous ces mots entre guillemets, vous allez vite comprendre pourquoi. En plus de former, avec l'odieux crapaud argonien aux yeux plus dysgéniques qu'un congrès LFI Jean-Paul Sartre, un couple iconique qui a fait mouiller toute une génération de petites gauchistes pro-mai 68 et provoqué la ruine de toute pensée occidentale sérieuse en posant les bases du wokisme. Sacré CV, pas vrai? Eh bah, je vous propose d'en causer aujourd'hui en nous intéressant à la part d'ombre colossale de cette petite dame et en vous expliquant en détail pourquoi rien de bon ne pouvait sortir de cet esprit fêlé. Vous êtes prêts? Alors, abonnez-vous, activez la cloche et Idéochoc. Idéochoc, notre partenaire du jour, c'est la meilleure porte à laquelle vous pourriez toquer si vous vouliez apprendre à penser et ne plus vous laisser endoctriner par tous les miasmes beauvoiriens qui traînent encore dans l'air. C'est moi, la porte! Concrètement, Idéochoc, c'est une formidable plateforme en ligne qui vient de faire peau neuve en plus et qui vous propose un vaste catalogue d'œuvres philosophiques, polémiques, économiques, historiques et j'en passe, résumés dans des capsules de 20 minutes en format écrit ou audio, selon que vous préférez bouquiner ou laisser tourner le magnéto pendant vos promenades. Si vous voulez en apprendre plus sur la pensée de Chesterton, de Peterson, d'Adam Smith ou de Rémi Brague, vous devriez cliquer sur le petit lien que je vous mets en description, je peux vous garantir que ça va vous botter. Ah et puis, tant qu'à détester Sartre et Beauvoir, je vous recommande, en lieu et place de leurs fiantesques opuscules, de vous en faire résumer la substantifique moelle dans une bonne petite capsule d'Idéochoc. Vous voyez, il y a vraiment le choix, peu importe ce qui vous botte, il y aura de quoi muscler votre cortex et Dieu sait qu'il en a bien besoin. Alors n'hésitez plus, je vous mets le petit lien qui va bien sous la vidéo et si vous voulez profiter du beau temps pour ouvrir vos chakras et vous cultiver, vous pouvez même entrer le petit code ET en majuscule sans accent pour bénéficier de 25% de remise sur votre abonnement qui est quand même déjà à un prix modique de base. Alors vous êtes prêts à tenter le coup? Hein? Eh bah c'est bien ce que je croyais. Alors foncez les gars, la promotion ne durera pas bien longtemps. Et moi, j'en reviens à la mère Beauvoir, générique. Okay, let's go. Il ne faut pas avoir peur. Alors, Simone de Beauvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire, hein? Il y en a. C'est simple, absolument tout est calamiteux dans sa triste existence, et la nana devait se trimballer un tel passif psychiatrique qu'à sa mort, en enfer, ils l'ont mise en coloc avec Émile Louis et Fourniret, et même que depuis, Fourniret a demandé sa mutation. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Concrètement, Simone est issue d'une famille de bons bourgeois parisiens, dont le père était avocat et le grand-père banquier. Son enfance de petite gamine des beaux quartiers s'est partagée entre Paris et la propriété familiale de Corrèze, une région qui devrait être rayée de la carte après nous avoir vomi François Hollande sur les grolles, mais c'est un autre sujet. Be proud of you. Avant que tout ne s'arrête brusquement après la Première Guerre mondiale, quand son grand padré a fait faillite. Ça coûte d'argent, hein. Ah, j'étais dépouillé là. S'ensuit alors un relatif déclassement, la famille change de quartier, les parents Beauvoir se chicanent du matin au soir, et les deux filles, Simone et sa sœur Hélène, sont poussées à faire des études plutôt que de se marier, parce que se marier ça coûte cher, et la famille, voyez-vous, elle a plus trop les moyens là. Tu peux avoir tes diplômes, c'est bien, mais en fait ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler.
À partir de 1925, Sissi de Beauvoir va donc étudier la philosophie et les lettres, d'abord à l'Institut catholique de Paris, puis à la Sorbonne. Et même si la Sorbonne, à l'époque, ce n'est pas encore le dépotoir à gauchistes de 28 ans en fac de sociaux qu'on connaît aujourd'hui, vous allez voir qu'on y croise déjà quelques oiseaux rares. Enfin, oiseaux. Question de grâce, on en est loin, hein, puisque je fais ici référence au bubonesque Jean-Paul Sartre, qui, malgré son physique disgracieux digne du traître dans 300, lance des sorts d'envoûtement à tout son entourage et passe déjà pour un gourou auprès de sa petite clique de lettreux. La suite, vous la connaissez déjà, je pense. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre vont tomber amoureux et nouer une relation qui durera jusqu'à la mort du crapaud en 1980, tout en s'autorisant mutuellement des aventures extra-conjugales et un libertinage permanent qui assiéront leur réputation dans le petit Paris vérolé et confit d'entre soi. Alors oui, en y repensant, on a souvent l'image des deux jeunes amants brillants, Sartre sera reçu premier à la grecque de philo en 29, juste devant Beauvoir, ou celle des petits vieux qui donnent une interview commune au crépuscule de leur vie, mais tout ça, ah, c'est beau, c'est beau. Sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. C'est simple, si personne ne peut nier la véracité originale du couple entre la grenouille collabo et son succube de poche, toute leur histoire est très vite devenue une façade, un masque, un élément de communication creux mais indispensable à leur existence médiatique, bref, un scam. Et ça se vérifie facilement. Et on va y aller par étapes parce que vous allez voir, ce faisant, on va rapidement virer dans le glauque absolu. Déjà, au début des années 30, Sartre et Beauvoir se retrouvent tous deux agrégés et commencent à enseigner en lycée. Problème, en 1943, Sissi sera suspendu pour incitation répétée de mineurs à la débauche. Alors, ma question est simple, que s'est-il passé pendant ces 11 années? Oh, 3 fois rien, hein. Beauvoir a commencé par tromper Sartre avec certaines de ses élèves, des filles bien entendu mineures. C'est fantastique. Puis elle a ensuite rabattu certaines de ses dites élèves vers le crapaud bigelot que vous savez, développant et entretenant ainsi des trios et quatuors amoureux archi malsains avec, je le redis, des mineurs. Alors oui, c'est ultra chelou, et pour ne rien arranger, Beauvoir, qui avait, je le répète parce que c'est vraiment hallucinant pour la suite, des aventures avec de jeunes femmes, elle réfutera toute sa vie être bisexuelle, au point d'être taxée après sa mort de lesbophobie par des LGBT contemporains. C'est un bordel. Oui, vous avez bien entendu, la fondatrice du féminisme postmoderne a été victime d'une tentative de cancel par ses propres héritières, au motif qu'elle n'assumait pas ses 5 à 7 façon Brigitte X Emmanuel avec de jeunes élèves. Vraiment, la gauche est un gigantesque asile à ciel ouvert, c'est toujours rafraîchissant de n'importe quoi. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. En revanche, là où ça devient tout de suite moins drôle, c'est quand tu sais que Sartre et Beauvoir ont eu, tout au long de leur vie, une influence considérable sur la vie intellectuelle française, de sorte que le secret de leur partie fine est resté longtemps étouffé. Moi-même, j'ai longtemps refusé d'y croire, alors qu'il suffisait pourtant de lire les romans de Beauvoir pour réaliser toute la perversion de cette femme et de son pacte démoniaque avec le bigelot de la rue d'Ulm. Parce que oui, la plupart des romans de Beauvoir sont en réalité de l'autofiction, c'est-à-dire des textes à clé où les noms sont changés et les perspectives très légèrement altérées, mais où tout renvoie de manière claire, évidente et indubitable à des événements de sa propre existence. C'est ainsi qu'elle avouera à mi-mot dans Le sang des autres en 1945 que Sartre et elle n'ont pas eu le courage de s'engager dans la résistance, ce qu'on savait tous déjà puisque Beauvoir, pendant l'occupation, tenait littéralement une chronique sur Radio Vichy, qu'elle évoquera ses relations saphiques et son envie de quitter Sartre dans L'Invité en 1943, ou encore qu'elle crachera sur Albert Camus dans Les Mandarins en 54, un torchon pour lequel elle recevra d'ailleurs le prix Goncourt, preuve qu'il ne faut jamais acheter ces sombres daubes. D'ailleurs, à propos des Mandarins et du couple Sartre-Beauvoir, vous serez certainement intéressé d'apprendre que dans ce pavé César, la douce Anne Dubreuil, qui symbolise notre Sissi nationale, elle finit par trouver enfin la plénitude sensuelle auprès de son amant américain après des années de vie platonique auprès de son mari Robert, un avatar plutôt évident de Sartre. Mais alors, est-ce que tout est vrai? Est-ce que Beauvoir a bien eu un amant à Merloc? Eh bah oui, et quand on voit sa trogne, on comprend qu'elle ait préféré ce mec à Sartre, hein. Aïe 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 aïe. Ah oui, vraiment la concurrence elle est rude là, hein. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Et il s'appelle comment ce Gus? Nelson Algren. C'est un auteur américain qui a entretenu avec elle une relation fusionnelle à la fin des années 40. Enfin, fusionnelle, de son point de vue à lui en tout cas, hein. Parce que pour le reste, il y avait du passage dans la culotte de la mère Beauvoir, c'est moi qui vous le dis. La nana couchait avec des femmes, des hommes, des étudiants, des écrivains, comme Camus d'ailleurs, des journalistes, des metteurs en scène, des réalisateurs et même des personnalités politiques comme Fidel Castro. Ce n'est pas une blague. J'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. En fait, c'est simple, la meuf a pris plus de cartouches qu'une armurerie texane, au point où la question de la nymphomanie, dans son cas, n'est pas tout à fait illégitime. Bon, alors à ce stade, vous savez que Beauvoir avait des mœurs de Tarax fini, une production littéraire nombriliste, des liens avec la collaboration et un penchant pour les dictateurs marxistes. Je pense donc que vous ne serez pas étonné si je vous annonce pour de bon qu'elle était gauchiste jusqu'au bout des ongles et qu'elle validait donc les 3 préceptes fondamentaux de cette secte moderne: féminisme misandre, communisme et refus de toute transcendance, c'est-à-dire athéisme, c'est-à-dire, normalement, dans une société saine,
Alors prenons les choses dans l'ordre. D'abord, féminisme misandre. En 1949, Sissi la famille publie Le Deuxième Sexe, un très long pensum en 2 volumes que l'on peut réduire au résumé suivant. Bonjour, je suis une femme et j'en veux aux hommes de ne pas en être un. Voilà, très concrètement, le tome 1 prétend compiler des éléments scientifiques, historiques, archéologiques et philosophiques, démontrant que les hommes ont toujours oppressé les femmes, que les femmes n'ont pas besoin des hommes et qu'elles leur seraient supérieures dans un état de nature idéal et fantasmé, tandis que dans le tome 2, Beauvoir s'emploie, petit 1, à attribuer les bons points aux écrivains en fonction de si leur vision de la femme est compatible ou non avec la sienne. Stendhal s'en sort pas trop mal, mais Breton prend tarif, voilà, vous savez tout. Merci, monsieur le professeur. Et petit 2, à catégoriser les femmes par caractère, d'une façon qui ne déplairait sans doute pas aux plus virulents des masculinistes. On a ainsi la mystique, la coquette, l'intelligente, la complexée, etc., etc. Ce qui, vous me le reconnaîtrez sans peine, nous en dit quand même vachement plus sur les névroses de cette dame que sur les soi-disant patriarches qui oppresseraient la gente féminine. Bon, vous l'avez compris, Le Deuxième Sexe est un ouvrage qui pue le ressentiment et le narcissisme mal placé. C'est un bouquin dont la couverture pourrait figurer dans une anthologie de la philosophie en face de la définition du ressentiment nietzschéen. Et si la publication de cette daube a entraîné une vague d'indignation dans les milieux conservateurs et catholiques lors de sa publication, il a ensuite connu, bien malheureusement, un grand succès commercial, s'écoulant à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis, où il posera les bases du wokisme via ce qu'on appelle la French Theory, un ensemble de doctrines déconstructionnistes dont Sartre, Beauvoir, Foucault et compagnie étaient les premiers maîtres d'œuvre. Maintenant, deuxième point, Simone était une bolchevique acharnée. Bon, alors je pourrais vous parler de son voyage en Chine pour aller voir Mao, et dont elle vantera les réformes dans La Longue Marche, de sa dizaine de voyages en URSS avec Sartre entre 62 et 69, qui lui inspireront la nouvelle Malentendu à Moscou, dans laquelle elle raconte vouloir quitter Sartre durant un voyage chez les Popov. Décidément, elle a vraiment passé sa vie à vouloir le quitter sans jamais le faire, elle devait le détester à la fin, ou encore de ses parties de jambes en l'air avec Che Guevara, oui, lui aussi il y est passé, mais je pense que vous tenez le principal. Sissi l'impératrice des Timbrax était une aficionado du marxisme et une fervente supportrice des pires régimes du XXe siècle, qui comptabilisent, pour rappel, plus de 100 millions de morts au total. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour elle, défendre l'URSS comme défendre Mao ou n'importe quelle guérilla, que ce soit le FLN ou Che Guevara, c'est avant tout un prétexte, une sorte de signalement de vertu qui permet de se poser en s'opposant à l'Occident, à ses valeurs humanistes et à son cadre social-démocrate auquel, pourtant, Simone doit absolument tout, à commencer par le droit de respirer et de nous pondre ses débilités à un rythme stakhanoviste. C'est donc délicieusement paradoxal, et partant de là, vous n'avez que 2 choix possibles. Soit elle était débile et ne se rendait pas compte qu'elle appelait de ses vœux un régime qui la supprimerait sitôt son accession au pouvoir, auquel cas elle était aussitôt disqualifiée en tant que philosophe pour cause de crétinisme aggravé. You're not retarded, you're just slow. Soit elle savait très bien ce qu'elle faisait, c'est-à-dire vendre à une jeunesse en mal d'idéalisme et de révolte un peu creuse un sentiment d'émancipation contrefait, un peu comme le ferait un Juan Branco à notre époque, et dans ce cas, Simone était un escroc doublé d'un faussaire. Voilà, faites vos jeux, rien ne va plus. Moi je vous laisse décider, et on enchaîne sur le 3e point, l'athéisme de la mère Beauvoir. Bon, alors là je pense qu'on peut aller très vite. Pour qui a passé sa vie dans le sillage de l'immonde Jean-Paul Sartre, l'athéisme est un dogme évident. Dans Le Deuxième Sexe, Simone ira même jusqu'à dire que si les femmes croient plus en Dieu que les hommes, c'est bien la preuve que ce sont les hommes qui ont inventé Dieu pour contrôler les femmes. Y a-t-il un temple bouddhiste à Lyon? Alors là, j'avoue que c'est finement joué, je l'avais pas vu venir. On a donc des générations et des générations de bâtisseurs, de soldats et de poètes qui se sont acharnés à bâtir des cathédrales, mener des croisades et livrer des poèmes magnifiques pour bien endoctriner leurs bonnes femmes, au lieu de simplement profiter lâchement de leur supériorité physique et musculaire. Alors là, c'est vraiment finement pensé, je suis admiratif. On allie le pire de la mauvaise foi, le pire de la paranoïa, le pire du gauchisme et le pire du refus de toute transcendance, la même transcendance qui, quand elle est maintenue, permet d'éviter 100 millions de morts, de préserver le bonheur commun et de créer, encore une fois, un monde dans lequel des idiotes névrosés du quartier latin peuvent ouvrir leur bouche usée par d'innombrables orgies germano-pratines pour nous déverser leurs sottises dans les esgourdes. Bref, soyez athées si vous voulez, mais ne venez pas vous plaindre quand vous ressemblerez à ça, ne mettez plus les pieds à proximité d'une belle église et émigrez en Corée du Nord au plus vite, sinon vous êtes en pleine dissonance cognitive. Pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, la grande question. Faut-il lire Simone de Beauvoir? Bah non, puisque je l'ai fait pour vous, que j'ai établi que c'est nul et que la vie est trop courte pour lire une purge pareille. À la place de cette folle dingo de compétition, prenez d'autres femmes de qualité. Contre le versant féministe, lisez Alexis de Marguerite Yourcenar, la première femme rentrée à l'Académie française. Contre le versant communiste, lisez La Grève d'Ayn Rand, qui montre pourquoi l'économie de marché est le meilleur système et comment l'État cherche constamment à le bousiller. Et contre l'idée d'un monde sans justice et sans transcendance, prenez quelques bons polars d'Agatha Christie, ça se lit tout seul et vous
vous allez vous régaler. Je vous mets tous les liens pour acquérir ces bangers en description via un petit lien qui ne vous coûtera pas un centime de plus mais permet de rémunérer votre serviteur au passage. Il me semble que c'est quand même un bon deal. Et à propos de bon deal, vous avez aussi, pas loin des bons livres que j'ai cités, un lien vers La Giberne, ma propre maison d'édition. On publie de jeunes auteurs méritants qui défendent vraiment la littérature contemporaine et on compte sur vous pour nous soutenir. En particulier, vous pouvez vous intéresser au Bibliophile qui vous plongera dans les petites magouilles du monde culturel ou à Objectif 23 qui vous décrira jusqu'où peut nous mener un monde où il est interdit d'interdire et où les gouvernements peuvent s'immiscer dans vos pensées. Les liens sont en description, on livre partout en Europe, les versions numériques sont pas chères et il y a le pass culture pour les plus jeunes, alors en avant et puis conclusion. Sur Beauvoir, j'aurais vraiment pu vous dire 1000 choses encore. J'aurais pu vous parler de sa signature sur la fameuse pétition de 1977, de ses glissements pro-palestiniens sur la fin, ou encore de son nihilisme antinataliste, puisqu'elle rejetait le mariage, la famille, les enfants, bref, tout ce qui donne un sens à la vie en assurant le passage des générations. Quelque part, Beauvoir n'était qu'une triste femme complexée et honteuse de sa condition, qui a cherché, dans son intelligence, un moyen de se venger, tout en espérant secrètement disparaître du monde. Alors maintenant qu'elle n'est plus, rendons-lui ce service, oublions-la. C'est pourquoi mon verdict sera le suivant, Simone de Beauvoir. Afuera!